Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui on va faire un webinaire. Alors je vais faire une petite introduction, mais j'ai un invité très spécial aujourd'hui que vous pouvez voir, qui m'a décidé de me rejoindre et je vous remercie beaucoup. Alain Pitous, Senior Advisor dans l'ESG. Bonjour. Bonjour. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. La thématique du jour, elle va être effectivement de parler un peu de la crise énergétique. Je vais être très rapide sur l'introduction, parce que l'idée, c'est quand même d'échanger ensemble. Pour ceux qui nous suivent dans C'est votre argent, on va essayer de répliquer à peu près la même formule. Je suis sûr qu'il y a des fans de l'émission à ce moment-là, donc il y en a partout. Donc on va essayer de faire aussi bien. L'idée, donc, c'est effectivement ici le fameux texte compliance que je vous présente, évidemment. Les petits slides. L'idée que je voulais évoquer avec vous, simplement en phase un peu d'introduction, c'est, vous le voyez sur les différents graphiques que je vous présentais, c'est qu'on a eu effectivement deux thématiques qui expliquent la très forte hausse des prix qu'on a pu constater. Et là, vous le voyez notamment typiquement au niveau du gaz, mais vous avez toute une variable bien présentée de différents actifs qui ont très fortement augmenté. Deux sujets qui expliquent cette forte augmentation, c'est tout d'abord un sous-investissement chronique au niveau des infrastructures énergétiques et notamment dans les énergies fossiles. Ça a été très prégnant et c'est un phénomène pré-Covid. Et l'autre aspect qui a également beaucoup joué, c'est l'impact de l'ESG, effectivement la transition énergétique. Et là, on y reviendra ensuite dans la phase un peu de questions et de débats ensemble. Ces deux phénomènes-là, qui ont été extrêmement prégnants, sont des facteurs, certains des facteurs qui ont été extrêmement importants pour expliquer la très forte hausse des prix de l'énergie qu'on a pu constater et qui impacte aujourd'hui, notamment de manière assez importante, l'Europe, mais pas uniquement. On voit des problèmes aussi qui sont très similaires du côté chinois. La grande question qui se pose évidemment lorsqu'on va parler de hausse du prix des matières premières, c'est toujours cette thématique de nouveau super cycle des matières premières. Alors le premier point qu'il est important de prendre en considération, c'est que c'est certainement beaucoup trop tôt pour parler de l'émergence d'un super cycle, mais effectivement on a déjà quelques facteurs qui peuvent conduire, ou en tout cas expliquer ce type de super cycle. On a d'abord un facteur qui est assez évident, c'est ce fameux déséquilibre entre l'offre et la demande, qui est effectivement très prégnant, et on le voit très bien typiquement sur une grande myriade, alors bien sûr sur les énergies, mais pas uniquement sur les énergies, on voit aussi bien sur les matières premières agricoles aussi ce phénomène-là. Le dollar faible est d'habitude quand même un facteur pouvant conduire à un super cycle des matières premières. Alors la thématique aujourd'hui du dollar faible n'est pas présente, donc c'est quand même un point à prendre en considération. L'autre aspect, ce sont bien sûr des risques qui vont être très soutenus en termes d'inflation et indéniablement, on a ces risques inflationnistes qui sont très présents. On a eu récemment encore les prix à la production aux États-Unis qui ont été extrêmement élevés. On va avoir l'indice des prix à la consommation cet après-midi qui va tomber également. Et bien évidemment, on a encore la semaine prochaine d'autres chiffres de l'inflation pour le mois d'octobre de mémoire, notamment pour la zone euro et pour le Canada. Tous ces éléments-là vont bien sûr corroborer le fait qu'on a des risques inflationnistes qui sont dans tous les cas probablement beaucoup plus durable qu'anticipé. Et l'autre thématique, c'est effectivement cette thématique ESG qui va jouer, que ce soit en termes de réglementation. On peut avoir bien sûr la taxe carbone qui est une des problématiques à prendre en considération, mais aussi toute la transition aujourd'hui qui est mise en œuvre. On reviendra aussi notamment sur l'aspect du nucléaire parce que ça me paraît important, notamment avec les annonces qui ont pu avoir lieu hier au niveau français. Si on entre dans un super cycle des matières premières, et là encore, toute la thématique est de savoir si on est effectivement dans ce super cycle-là, c'est beaucoup trop tôt pour le savoir, mais en tout cas, on a quelques éléments qui semblent l'indiquer. La durée éventuelle d'un super cycle, elle va dépendre de deux facteurs essentiellement. C'est bien sûr le rééquilibrage entre l'offre et la demande, ce qui peut prendre plusieurs années. Et notamment, il y a un aspect qui est assez intéressant, c'est que si on regarde au niveau des prévisions concernant l'impact de la pandémie, on constate quand même très nettement qu'en général, les économistes ont été beaucoup trop optimistes sur le fait que la pandémie allait se résorber rapidement. Et on le voit très nettement, on a déjà une cinquième vague, on a du côté chinois aussi une politique zéro Covid qui continue de s'appliquer et qui va vraisemblablement s'appliquer jusqu'en 2022. Donc à minima, ça veut dire des perturbations au niveau du commerce international, des perturbations aussi sur certains segments de l'offre. Donc ce rééquilibrage entre l'offre et la demande va certainement prendre beaucoup plus de temps qu'anticipé. Bien sûr, l'autre point, c'est l'évolution des CAPEX. Ça va être un point qui va être essentiel. Et là aussi, on a un décalage temporel qui va jouer, ce qui indique qu'à minima, en tout cas, des prix de l'énergie et plus globalement des matières premières élevés, ça peut être un phénomène plus durable qu'initialement anticipé. On verra bien évidemment, encore une fois, si ça doit se traduire
par un phénomène ensuite de supercycle des matières premières. Mais là encore, il est trop tôt pour avoir des convictions fortes à cet égard. Comme je vous montrais ici, on a parlé de perturbations au niveau des chaînes d'approvisionnement et le fait notamment que la Chine appliquant une politique zéro Covid extrêmement stricte, on va avoir automatiquement des coûts au niveau du commerce international qui ont fortement augmenté. Là, on voit sur les principales routes commerciales, en partant notamment de Shanghai, où également vous avez aussi les routes commerciales concernant Rotterdam et New York. Si on regarde au niveau de la Chine vers l'Union européenne, on a un coût en moyenne du transport international qui a été multiplié par 10, à tel point tout simplement que pour certaines entreprises aujourd'hui, il n'est plus du tout rentable de recourir au commerce international. Il faut mieux préférer privilégier un déstockage beaucoup plus important, voire tout simplement des pénuries au niveau de certains biens et marchandises, tout simplement parce que le coût est aujourd'hui beaucoup trop important. Un des éléments qui a certainement, en tout cas du point de vue conjoncturel, qui a beaucoup accentué ce fameux energy crunch, c'est tout simplement un rebond sans précédent de la demande. Ici, vous le voyez, on a eu notamment au niveau de la consommation électrique en Chine, on a vu une énorme progression, et je pense que le graphique est quand même assez extraordinaire si on regarde par rapport à 2011. On voit cette hausse qui est extrêmement importante. Alors, il y a plusieurs phénomènes, hein, puisqu'on voit qu'indéniablement, c'est un phénomène qui est conjoncturel lié aussi à la reprise post-Covid, mais c'est un phénomène beaucoup plus structurel, puisqu'on voit assez bien sur le graphique, la consommation électrique en Chine, elle a cessé d'augmenter sur les dernières années. Le point qui est intéressant, c'est qu'on a eu, si on regarde les données en Chine récemment, une petite atténuation de la hausse des prix de l'énergie, mais du fait d'un hiver qui arrive plus tôt que prévu. Hein, l'hiver arrive, les premières chutes de neige sont tombées en Chine il y a quelques jours de cela. Hein, c'est à peu près un mois en avance par rapport à d'habitude. Ça veut dire probablement qu'on aura un hiver plus long et peut-être potentiellement plus rude, ce qui veut dire qu'en termes de consommation électrique, on aura de nouveau une hausse. Concrètement, la baisse qui a pu être constatée au niveau chinois des prix de l'énergie a de fortes chances d'être temporaire et on va avoir de nouveau des tensions à la hausse. Le même point évidemment s'applique pour l'Europe. Si on a un hiver plus rude que prévu, et là bien évidemment on n'aura pas de visibilité encore, ça va accentuer cette hausse des prix de l'énergie de manière extrêmement importante. Le coût financier de la transition énergétique, si je vous présentais simplement sur l'exemple des métaux, et c'est effectivement un élément d'une certaine manière qui va être inflationniste, alors on n'a pas pour ambition dans cette courte introduction de traiter l'intégralité des matières premières, mais simplement on va regarder au niveau du cuivre, de l'aluminium et de l'étain, puisque ce sont des métaux qui vont être extrêmement importants dans le cadre de la transition énergétique. Et là, on est sur ces trois métaux, typiquement sur un phénomène de pénurie, si les objectifs en termes de transition énergétique sont atteints, ou même d'ailleurs s'ils ne sont pas atteints de manière intégrale. Généralement, le cuivre est un peu considéré comme le roi des métaux verts. En termes de prix, on a une hausse de plus de 23% depuis janvier 2021. C'est beaucoup moindre typiquement que l'étain ou l'aluminium. Donc, il y a une marge aussi d'appréciation qui est assez considérable. Très utile dans les énergies renouvelables, hein, le stockage et le transport d'énergie. Si on prend un seul exemple, Glencore aujourd'hui anticipe que la demande mondiale va augmenter de 1 million de tonnes par an jusqu'en 2050. Aujourd'hui, on est à 0,5 million de tonnes par an au cours de la dernière décennie si on regarde en moyenne. Il y a de très fortes probabilités, en tout cas, que dans un certain laps de temps, on ait un déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est le même commentaire, bien sûr, qui va s'appliquer sur l'aluminium ou encore l'étain. On a systématiquement, en tout cas à court moyen terme, un déséquilibre entre l'offre et la demande, tant qu'au niveau des CAPEX, on n'a pas eu justement ce rééquilibrage et ces investissements qui sont nécessaires. L'aluminium également très utile dans le cadre de la transition énergétique. On est sur une hausse de plus de 55% du cours depuis janvier 2021. Sur l'étain, c'est une hausse encore beaucoup plus importante, de l'ordre de 80% depuis le début de l'année. L'aluminium, très intéressant, notamment dans le cadre des véhicules électriques. Après, il y a tout un débat pour savoir si effectivement la transition énergétique doit être accompagnée des véhicules électriques. Donc, il y a un vrai sujet à cet égard. En tout cas, c'est un tiers du poids de l'acier. Donc, c'est particulièrement utile aujourd'hui pour réduire le poids des véhicules électriques parce que automatiquement, vous avez une augmentation du kilométrage de la batterie. Là encore, même chose, lorsqu'on regarde les révisions en termes de demande, on s'attend à une demande, et là on est sur un horizon beaucoup plus court terme, hein, puisque c'est 2025, de 76 millions de tonnes en 2025. Donc on est sur une hausse à peu près de 10% par rapport à 2021. La question va être de savoir si on va être en mesure de répondre à cette hausse justement de la demande. Même commentaire quasiment sur l'étain.
Et là, c'est notamment particulièrement utile dans les composants électroniques, dont certains sont effectivement essentiels pour l'économie à faible émission de carbone. On a un commentaire qui est assez intéressant de Woodmac à cet égard. Sans étain, les électrons ne circulent pas et les batteries des véhicules électriques ne se chargent pas. Donc on voit très bien en tout cas qu'il y aura un phénomène probablement au minima à court moyen terme assez inflationniste au niveau de la transition énergétique sur les métaux, tout simplement parce qu'on a ce déséquilibre entre offre et demande qui est assez persistant. On voyait d'ailleurs, c'est le même commentaire qui pouvait s'appliquer aussi précédemment, puisqu'on l'a évoqué, et qui était un peu plus en lien quand même avec les perturbations liées au niveau de la pandémie. Ici, vous voyez la hausse des prix du gaz et ses éventuelles conséquences. Bien évidemment, vous avez tous les effets d'enchaînement qui sont extrêmement importants. Et là, on voit la hausse, la conséquence de la hausse des prix du gaz, aussi bien sur l'aspect marché agricole. Ici, vous avez sur les fertilisants qui ont connu effectivement une hausse très importante. Et derrière cela, ça entraîne bien sûr, parce que vous avez des phénomènes de répercussion, ça entraîne une hausse aussi des prix des matières premières agricoles, donc des prix alimentaires. C'est un vrai sujet pour les pays émergents, beaucoup plus indéniablement, et en voie de développement, bien sûr, beaucoup plus que dans les pays développés. Mais indéniablement, vous avez aussi cet aspect de conséquence qui va être à prendre en considération avec éventuellement des troubles sociaux qui pourraient également ressurgir à un certain stade. Sur le nucléaire, et je pense que ce sera intéressant par la suite, lorsque j'aurai fini cette petite introduction, d'en parler avec Alain, mais vous avez aussi le nucléaire et l'uranium vers un éventuel changement d'attitude. Alors, on avait fait au niveau de Saxo Bank pas mal de séminaires, notamment au niveau anglais, sur la transition énergétique avec un focus sur le nucléaire. C'est assez opportun qu'on ait ce webinaire aujourd'hui, puisqu'on avait hier la décision d'Emmanuel Macron de redémarrer de nouvelles centrales en France au niveau du nucléaire. Et on voit que dans beaucoup de pays européens, on a de nouveau le nucléaire qui est considéré comme partie assez importante au niveau de la transition énergétique. La Pologne développe à la fois au niveau civil et au niveau public des mini-réacteurs, et d'autres pays se tournent également sur ce sujet-là. À Saxo Bank, on considère effectivement, Alain, tu me diras ce que tu en penses, que le nucléaire doit faire partie de cette fameuse transition énergétique. C'est intéressant d'avoir ton avis à cet égard. J'ai quasiment fini sur l'introduction, donc on va pouvoir passer à, ah, j'ai fini sur l'introduction. Oui, c'était encore plus rapide. En fait, c'était la transition. C'était la transition, justement. C'est ça. Exactement. Bah, Alain, je t'en prie sur cette transition. Alors, sur le nucléaire, alors, vous avez entendu des débats enflammés sur le fait que le nucléaire n'est pas aujourd'hui, il n'y a pas de décision qui soit encore prise officiellement, mais aujourd'hui, le nucléaire n'est pas dans la taxonomie de l'Europe. Alors, il y a déjà plein de mots et tout. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, en fait, c'est quoi d'abord la taxonomie? La taxonomie, c'est, on va dire ça, pour le faire le plus simple possible, c'est un peu les normes comptables extra-financières, comme il y a des normes comptables financières. On est en train de mettre en place au niveau de l'Europe des normes comptables, enfin des normes extra-financières qui permettent que quand on parle de quelque chose en Allemagne, en France, en Espagne, ou n'importe où en Europe et progressivement dans le monde entier, on soit sur quelque chose qui soit homogène pour tout le monde. Donc ça, on va dire, c'est la taxonomie. Alors ça s'inscrit dans quoi? Ça s'inscrit dans un plan européen. Vous avez aussi entendu parler de ce Green Deal européen qui est un plan lancé par l'Europe maintenant depuis plusieurs années et qui a été accéléré. Alors, il y a quelques avantages à cette crise sanitaire, c'est que ça a permis d'accélérer des prises de conscience qu'il fallait bouger très vite sur des sujets internationaux sur lesquels tout le monde est d'accord sur la cible, sur le comment, il y a un peu de débat. Et là, la crise a généré un petit peu d'accélération là-dessus. Vous avez vu des émissions obligataires européennes faites en commun, ce qui était une première. 750 milliards d'efforts budgétaires de la part de l'Europe qui sont mis sur la table pour accélérer cette transition verte. Alors je vais revenir après parce que c'est déjà rien que le mot, il y a un petit truc. Mais donc l'Europe met tout ça en place, donc se mobilise pour avoir une trajectoire durable, une trajectoire net zéro en 2050. Et donc se met en ordre de bataille pour faire ça. Donc taxonomie est inscrite dans ce raisonnement-là. Et l'Europe met, et c'est là qu'il y a de la politique, il faut quand même toujours avoir ça en tête, l'Europe conditionne ça à une notion de durabilité, qui est de dire on ne peut pas laisser des gens de côté de cette transition verte. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des secteurs qui vont voir leur prix très fortement augmenter.
on l'a vu, la conjoncture pousse à l'augmentation de prix sur les matières premières en général, et ça a des conséquences pour beaucoup de gens. Et donc l'Europe se dit aussi, il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'on ne laisse personne à la quai, que cette transition soit juste. Et là, on a une autre notion, c'est-à-dire que tout le monde parle de la transition verte, et moi le premier, tout à l'heure je viens de faire un peu de lapsus, mais en fait, l'Europe évoque une transition durable. Ouais. Et ce mot est extrêmement important, et donc elle fixe des conditions à la durabilité. C'est-à-dire que c'est pas simplement le fait d'être vert, donc tout le monde transforme ça par vert en disant le nucléaire ne serait pas vert, qu'est-ce que c'est que cette erreur, pourquoi ce n'est pas vert? Et donc l'Europe lui répond, mais attention, hein, c'est durabilité, ça veut dire qu'il y a des critères de durabilité. Donc, il faut remplir un certain nombre de critères. Hein, si ça vous intéresse, les sites européens sont plutôt bien faits, assez transparents sur ce que ça veut dire. Donc, il y a un certain nombre de critères pour être durable. Il faut respecter, il faut avoir cet objectif de durabilité sur au moins un des critères. Et surtout, il y a des commentaires au fur et à Ouais, mesure. exactement. Le nucléaire, je pense Alors, effectivement. justement, c'est un bon commentaire, je vais revenir après. Et le deuxième axe de cette durabilité, c'est que un effort, un objectif de durabilité, entre guillemets, environnementale, choisi par un de ces critères de la taxonomie, ne doit pas pénaliser un des 5 autres qui restent. Mm. Et le problème du nucléaire, c'est que, il y a une réaction qui a été faite sur le panel, là, Je te laisse la le lire chat. comme il y a plus. Voilà, le Ouais. nucléaire, c'est propre jusqu'à ce que l'on doive enfuir des déchets à côté de votre village, exactement. Et c'est ça tout le problème du nucléaire, c'est-à-dire qu'en fait, le nucléaire, effectivement, émet très peu de CO2. Alors, on pourrait parler de la construction, etc. Mais enfin, en tout cas, par rapport à tout un tas d'autres énergies, ça émet beaucoup moins de CO2. Mais ça peut nuire à l'environnement, justement, à cause des déchets. Et ce problème-là a été assez mal vu par les. C'est triste à dire parce que les Français ont été associés depuis le départ à cette discussion, mais sont passés à côté du sujet. C'est-à-dire que les Français se sont dit, bah, ça fait moins de CO2 que le pétrole, donc c'est bon. Et c'est vrai que sur ce seul critère, là, c'est bon. Mais si on raisonne à 1000 ans ou à 100 ans, eh bien, il y a un problème avec les déchets. Alors après, on va dire qu'on peut traiter les déchets, que c'est pas si grave que ça, qu'il y a très peu d'accidents, etc., etc. Mais l'Europe dit, il y a un potentiel problème sur ce côté-là. Donc, il y a un doute. Donc, s'il y a un doute, ben, on ne va pas le mettre tout de suite dans la taxonomie, dans l'aspect de durabilité. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été bien vu par les Français qui ont travaillé sur le sujet, qui se sont dit, bah, ça fait peu de CO2, donc ça passera comme une lettre à la poste. Et ça passe pas comme une lettre à la poste, parce qu'il y a, comme le dit le chat, là, il y a un problème de potentiel, encore une fois. Hein, il y a un potentiel négatif. Et il y a le même, mais on peut dire la même chose des éoliennes, effectivement, mais c'est toute la complexité, parce que j'écoutais l'introduction de Christopher, mais tout le problème est là, et c'est-à-dire qu'il y a, pour toute chose, il y a des externalités négatives. Alors là, encore, ça fait un peu des grands mots, mais on vient de l'évoquer, c'est-à-dire que le nucléaire, on comprend assez rapidement qu'il y a des externalités négatives. Les déchets, c'est une externalité négative. On peut pas dire le contraire. Alors, on peut l'atténuer, on peut dire qu'il y a peu d'accidents, etc. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui font que, effectivement, la balance est plutôt positive. Mais il y a une balance négative. Même chose pour les éoliennes. Les éoliennes, il y a des effets négatifs. On peut toujours argumenter pendant des heures là-dessus. Et c'est la même chose pour toutes les énergies. C'est-à-dire qu'en fait, euh, alors, je suis un peu troublé parce qu'il y a des chats par l'auditoire. Donc, non, Le mais, nucléaire évoque beaucoup d'intérêt. bien sûr, mais c'est normal. Et le sujet, il est exactement là. C'est-à-dire que, et c'est toutes les énergies évoquées, on l'a vu tout à l'heure là sur les chiffres, sur le cuivre, sur les gens qui habitent près d'une mine de cuivre, je peux vous dire que pour eux, la transition énergétique, elle est très très loin. Les gens qui font du cobalt, qui font des extractions de cobalt, qui font des extractions de quelques minerais que ce soit, on est quand même encore assez loin d'une extraction 100% neutre pour la planète, que ce soit sur la biodiversité, parce que tous ces endroits-là, on n'en parle pas, mais et c'est vraiment un problème de la transition énergétique également, c'est qu'il faut des matières premières. Alors le digital, j'en parle pas, il faut énormément de matières premières, il faut énormément de matières accessoires autour des outils digitaux. Et chaque fois, il y a des externalités négatives qui sont très pénalisantes, parfois ponctuellement très très pénalisantes. Donc ce mix-là, il faut bien le prendre en compte.
et après essayer de faire la balance et essayer d'améliorer les choses. Et c'est vrai que il y aura pas et ce problème de la transition est extrêmement complexe parce que euh, et ça, moi, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup. C'est-à-dire que j'entends beaucoup dire, et ça fait un peu décousu, mais vous allez voir la logique, parce que j'ai quand même une logique, faut pas croire. Le sujet, c'est que euh, on nous dit, voilà, transition, alors il y a des externalités négatives à la transition, ça va coûter cher, etc., etc. Moi, j'entends tout ça et factuellement, les éoliennes, c'est embêtant pour Ouais. ceux qui habitent à côté, donc des externalités négatives graves, ça concerne l'être humain. Mettre des pylônes 50 mètres sous terre avec du béton qui n'est pas forcément vert, ça a forcément des externalités. S'il fallait transformer toute l'énergie actuelle en panneaux solaires, bah, la planète serait couverte de panneaux solaires. Donc, enfin, il y a des choses comme ça, des raisonnements simples qui font qu'il y a forcément aujourd'hui, il y a des limites très très fortes. Mais moi, ce que je rappelle par rapport à tout ça, c'est que la situation actuelle est catastrophique. C'est-à-dire que nous, on vit très bien en Europe, enfin, on vit bien en Europe. Je dis plus très bien, on vit bien en Europe par rapport à ce sujet-là, alors qu'il y a des endroits qui sont déjà les pieds dans l'eau, Oui. qui sont déjà avec des problèmes. Vanuatu a fait Voilà, c'est ça. une vidéo à ce La sujet. Ouais. vidéo Ouais. c'est Je l'ai vu. terrible, c'est terrible. Ça fait mal au cœur. Il y a des famines actuellement. Il y a une famine actuellement à Madagascar qui est liée au changement climatique. Alors les causes et tout ça, c'est pareil. Enfin, on peut se renvoyer la balle en disant c'est la faute de l'être humain, tout ça. Oui, bon, ok. Mais une fois qu'on a dit ça, on a dit Ça quoi? peut pas. Ça fait pas résoudre le problème. Ouais. Mais donc, les externalités négatives de la situation actuelle, pareil sur le charbon, j'ai regardé un reportage il y a quelques jours sur le charbon en Inde, où les gens, l'espérance de vie de la zone où est extraite le charbon, parce que tout est fait au charbon autour de cette mine, du chauffage à la nourriture, à tout, quoi, enfin, tout est fait avec du charbon. Et les gens, ils ont une expérience de vie qui est très faible. Ouais. Donc les externalités négatives de la situation actuelle sont déjà présentes. Alors après, on peut parler des catastrophes climatiques. Mm. Ça se rapproche quand même, hein. C'est-à-dire que jusque-là, c'était, on voyait de temps en temps un cyclone très loin, on dit, ah, il y a Exactement. des images terribles sur un tsunami, Ouais. etc. Bon, c'est déjà terrible, humainement, c'est difficile à voir. Et puis là, ça se rapproche quand même. On a vu ce qui s'est passé en Les Allemagne cet inondations. été. Ouais, tout à fait. Et les coûts financiers de ces aléas, enfin, ces accidents climatiques sont de plus en plus coûteux. C'est-à-dire que un endroit où on a, c'est triste ce que je vais dire, mais c'est des bonnes stats financières, économiques, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. Sur la côte est américaine, le nombre d'ouragans et la fréquence des ouragans a complètement augmenté. Alors, tout ça aussi, c'est pareil, c'est catastrophique, on voit des images, etc. Puis on passe à autre chose, parce que nous, on passe à autre chose. Mais les gens qui sont sur place passent pas à autre chose. Et les assureurs qui sont en coin commencent à dire, enfin, ça fait pas commence, hein, ça fait 2, 3 ans, quelques années qu'ils font ça, Mhm. ils disent aux entreprises, quittez la côte, parce qu'on ne pourra plus vous assurer. Oui, il y a un vrai sujet sur la réassurance Alors, aussi. donc, Ouais. il y a ce sujet-là, c'est-à-dire que, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, déjà, toutes les entreprises vont s'éloigner de la côte, alors ça multiplie les coûts, parce que, bien souvent, elles font ça parce que c'est pas pour se faire plaisir, mais c'est parce que ça facilite les débouchés. Et puis, bah, pareil sur les maisons, c'est-à-dire qu'en fait, les maisons, on commence à dire aux gens que bah, la belle maison qui donne sur la mer, on ne pourra plus l'assurer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, le riche américain qui a sa maison qui vaut 2 millions de dollars, qui est ravagée par un ouragan, c'est pas grave. Le couple se réunit et puis ils disent bah, ça tombe bien, on devait changer la cuisine, bah, finalement on changera la maison, Ouais. c'est pas très grave, parce que ces gens-là sont multimillionnaires, c'est pas très grave. Par contre, pour tout un tas de pauvres gens, et vous voyez, faites-le, c'est intéressant, c'est triste, mais c'est intéressant de regarder comment ça se passe avec la population américaine quand il y a un ouragan, quand il y a un aléa climatique. Les gens sont désespérés parce que bien souvent, ils ne sont pas assurés. Oui, tout à fait. Et Ouais. ils ont tout perdu en un seul coup. Mhm. Et alors, il y a des endroits où ils se disent, ça peut arriver, la côte est américaine, ça peut arriver, des incendies, dans des zones propices aux incendies, ils savent bien que ça peut arriver. Et bon, voilà, c'est Il intégré faut dans pas la culture préviter. des habitants. Mais il y a des endroits, ils n'avaient pas prévu. Ce qui s'est passé au Texas l'année dernière Ouais. avec des tempêtes de froid où ils n'avaient absolument pas prévu que c'était des choses qui pouvaient arriver. Ils se sont trouvés totalement démunis par rapport à ça. Donc, le coût la crise énergétique et la crise climatique d'abord, pardon, et qui devient une crise énergétique, est déjà là. Ouais. Donc, c'est pas la question de se dire demain, on est sur un horizon très agréable et puis on se dit, bah tiens, pour dans 30 ans, il va falloir faire quelque chose. C'est que
il faut faire quelque chose dès maintenant. Alors ça donne quoi? Ça donne les COP qu'on a régulièrement. Alors on s'y perd un peu parce que la blague c'est de dire que la COP 26 c'est pas comme 1921, 2021, donc ça serait la COP 21 qui serait logique, mais on est bien en COP 26, donc ça veut dire qu'il y en a déjà eu un certain nombre, avec également moi, je pense que c'est ça qui doit nous faire réfléchir collectivement. Enfin, ici, quand on a eu cette discussion pour évoquer le sujet, on peut parler des aléas, on peut faire pour faire des exégèses sur le GIEC, sur le rapport RTE, etc. Bon, et à la fin, vous sortirez de là en vous disant bon, la situation n'est pas drôle, mais demain, ça sera encore pire. Donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça, quoi. Et moi, ce que j'essaie de me dire un petit peu, c'est justement qu'est-ce qu'on fait de tout ça. C'est-à-dire que comment réagir par rapport à ça. Et c'est presque plus une discussion et plutôt faire part un peu de ce qu'on peut discuter. Il faut que je fasse attention parce que je lis en même temps Ouais, je vois les questions. Tu veux juste cette question, qu'à vous? Alors, attends, je finis donc Ouais. mon petit raisonnement. Voilà, en fait, je pense que cette COP 26, qui est comme la COP 25, comme la COP 24, 23, 22, 21, qui est un peu la dernière COP de la dernière chance, du dernier moment où on va pouvoir faire quelque chose. Et encore une fois, alors j'aime pas dire ça parce que c'est un peu, c'est très négatif, mais quelque part, on loupe l'objectif, quoi. C'est-à-dire que on se réunit tous, alors on fait, alors il y a les 400 jets qui sont allés Oui, à Glasgow, bon, ça fait un peu mal au cœur, mais enfin, bon. Mais c'est assez révélateur, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des intentions qui sont prises sur quelque chose qui est très long et qui, la plupart du temps, pour des raisons générationnelles, ne concerne pas tellement les gens qui sont là. Bon, Biden, Oui. quand il nous parle d'un plan à 30 ans, je lui souhaite une longue et belle vie, mais en même temps, il parle, et c'est valable aussi pour des gens qui ne seront pas réélus dans quelques temps, dans pas mal d'endroits, quoi. Donc, bon, donc du coup, ça, c'est un peu le côté frustrant. Le point, c'est, il me semble, c'est de regarder. Et moi, pendant très longtemps, j'ai cru que les États, les grandes entreprises, les institutions diverses et variées allaient venir à notre rescousse pour nous aider, nous sauver, on va dire. Mais je pense que ce sera pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, cette COP26, en fait, moi, ce que je suis en train de. Vous allez me dire, je suis un peu naïf peut-être, mais j'ai longtemps espéré que les institutions diverses et variées allaient reprendre la main sur un sujet qui est quand même extrêmement grave. Mais en fait, ça va mettre beaucoup de temps. Il y a une prise de conscience, mais je pense elle est encore insuffisante par rapport à l'ampleur du problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Moi, je crois que il faut, et là, c'est un peu contre-intuitif peut-être, il faut être extrêmement égoïste et regarder vraiment les sujets qui nous préoccupent tous au quotidien, c'est-à-dire dans l'ordre, c'est d'abord bien évidemment bon, sa santé, mais ça je dirais que chacun peut faire à sa mesure. Mais après, je pense qu'il y a un sujet avec l'immobilier, c'est-à-dire que c'est la première question à se poser par rapport à ce changement climatique qui est en train d'arriver et aux conséquences que ça a. C'est donc regarder où est-ce que ça fait très bête, mais là aussi c'est quelque chose qui paraissait complètement irréaliste il y a quelques années, mais aujourd'hui ça me paraît plus aussi irréaliste que ça. C'est-à-dire que si on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, vous avez vu le désastre que ça a été pour tous les gens qui ont été concernés. Il y a des gens dans le sud de la France, il n'y a pas si longtemps, qui ont été concernés. Alors après, c'est un gros orage, etc. Enfin bon, pas forcément lié au climat, mais enfin en tout cas, il y en a quand même de plus en plus. Et bon, je ne sais plus comment ils appellent ça, les orages, je ne sais plus comment, période cyclonique, je ne sais plus comment ils appellent ça dans le sud. Enfin bref. Et donc, c'est déjà où est-ce qu'on habite à titre privé et pour ces résidences secondaires. Je pense que la résidence secondaire, les pieds dans l'eau sur la côte, il faut quand même bien réfléchir où est-ce qu'on est sur la côte, les pieds dans l'eau, et regarder le budget qui est mobilisé pour ça, parce que je pense qu'il va y avoir un problème dans les 20 ou 30 ans. Alors vous allez me dire 20-30 ans, ça ne passe pas tout de suite, mais le problème c'est que l'aléa, il est important sur ces 20-30 ans qui viennent, quoi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce gros accident à un moment donné. Donc je pense que ça c'est le premier point, donc ça c'est assez vite fait, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on habite près d'un fleuve qui peut déborder? Je passais ce matin le long des quais de Seine à Boulogne et j'ai vu des constructions. Bah, moi, je me dis, ces endroits-là, très sympathiques, mais il faut regarder ce qui s'est passé en 1910.
On peut avoir la même chose puissance 2 ou 3, donc faut se dire, est-ce que ça vaut le coup d'habiter si près de la Seine? On nous expliquera à un moment donné qu'on sera bien indemnisé, mais enfin, quand vous avez tout perdu à un moment donné, Ouais. l'indemnisation est un peu marginale. Premier point. Deuxième point par rapport à l'habitation, je pense qu'il faut aussi bien regarder les contrats d'assurance qu'on a et l'assureur qu'on a. C'est-à-dire que les assureurs eux-mêmes sont extrêmement exposés aux aléas climatiques, on l'a vu récemment, et je pense que eux sont dans le business, dans ce que je peux rencontrer comme industriel au sens large du terme, parce que c'est pas vraiment des industriels, mais enfin dans les activités économiques, c'est les gens qui ont le plus réfléchi et qui ont le plus fait de calculs, parce Ouais. qu'ils sont obligés de calculer tout ça. C'est-à-dire que eux, c'est un tel aléa et ça a un impact tel qu'ils sont concernés. C'est-à-dire qu'eux, ils sont concernés à deux titres. Ils sont concernés au titre de ce qu'ils ont comme... imaginez, par exemple, vous êtes la mutuelle de Seine-et-Marne et il y a un ouragan en Seine-et-Marne, bah, il n'y a plus de mutuelle de Seine-et-Marne parce que comme ils ont tous leurs clients au même endroit, c'est quand même très gênant. Ça, c'est le premier point. On comprend assez rapidement cette chose-là. Et puis, il y a l'autre côté, c'est tout simplement aussi, c'est les actifs qui sont placés. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a des assureurs aujourd'hui qui sont extrêmement liés aux hydrocarbures, d'une manière ou d'une autre. On y reviendra après. Je pense qu'il y a un sujet par rapport à ça. Donc, il faut regarder la nature de l'assurance que vous avez et l'assureur avec lequel vous le traitez. Parce que est-ce qu'il sera en mesure de vous rembourser s'il y a un problème? Ouais. Donc ça milite pas pour les petits assureurs d'ailleurs. Mais enfin, Et donc, tu penses en tout cas que c'est un sujet même dès à présent. Il faut regarder en temps. moi je pense que, enfin, on va pas sortir du bureau là, Ouais, et se jeter sur son paniquer. contrat Ouais. d'assurance, mais je pense que quand on déménage, faut regarder où est-ce qu'on va. Ouais. Faut regarder ses contrats, faut regarder la toiture, faut regarder tout ça. Enfin, Ouais. on revient à des choses qu'on avait oubliées. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu toute ma vie, je n'ai pas pensé à tout ça. Mais maintenant, je me dis, voilà, si j'aurais jamais une maison secondaire au Cap Ferret, ça c'est juste inimaginable parce que c'est des endroits qui vont être extrêmement exposés d'une manière ou d'une autre. Ouais. Alors, le truc habituel que j'entends, mais ça me fait hurler, j'ai entendu ça encore il n'y a pas longtemps, un penseur qui était sur une chaîne Un penseur entre guillemets, c'est ça. non, non, un penseur, c'est un gars qui réfléchit. Il dit, mais attendez, on nous raconte des histoires. La montée des eaux, c'est quelques millimètres par an. Ah. Mais le problème, c'est pas ça. C'est pas 5 millimètres par an. Il n'y a pas quelqu'un avec une mesure qui nous dit ça. Le problème, c'est que ça monte de 7,95 m, c'est de 8 mètres, et puis ça rebaisse de 7,95 m. Ouais. Le problème, c'est les 8 mètres, quoi. Exact. Et la redescente, Ouais. qui est assez catastrophique. Enfin, j'en souris parce que la personne m'a énervé quand j'ai entendu ça. C'était quand même assez insupportable. Enfin, pour revenir, donc, vous voyez, ce genre de choses, ce genre de raisonnement, on est obligé de le tenir aujourd'hui pour son immobilier, ce qu'on n'avait pas en tête du tout. Vous voyez, c'était des trucs, on ne pensait pas à ça. Et même chose, les chefs d'entreprise, vous regardez, je crois qu'il y a 30 à 40% du PIB de l'Asie qui est fait à moins de 20 km des côtes. Oui, notamment en Chine. Voilà, c'est quand même un sujet, c'est-à-dire que on le voit avec la pandémie, on voit tout est lié. Donc Taïwan a eu des problèmes. On parle de la pandémie pour le fait que Taïwan n'a pas livré autant de microprocesseurs Ouais. qu'il devait livrer, mais il y a aussi un problème de sécheresse, c'est-à-dire que ils ont besoin de beaucoup d'eau et il y a eu un problème de sécheresse. Ils n'ont pas pu produire à cause d'un manque d'eau. Ouais. Donc, vous voyez l'impact que ça a sur toute la chaîne de production. Et Donc, typiquement, tu sais que je connais bien l'Amérique latine. Typiquement, il y a une grande partie des pays d'Amérique latine qui ont une grande partie de leur population sur le littoral. J'ai d'ailleurs acheté une maison, pas du littoral au Venezuela, c'est un mauvais choix. Enfin, c'est pas un mauvais choix, parce qu'après, on peut avoir du plaisir, mais il y a un risque qui n'est plus le même qu'il y a 10 ans. Dans les zones d'éboulement, typiquement, Ah bah, ça, t'as des en zones plus, d'éboulement, c'est important. voilà, on a oublié toutes ces choses-là. Enfin, si vous regardez le sud, l'endroit où il y a eu la dernière fois qu'il y a eu une catastrophe en France, Ouais. avec cette coulée énorme qui a emmené tout. Mais il y a tous les endroits qui ont été construits il y a moins de 20 ans n'ont pas du tout été pensés par rapport à un aléa climatique de ce type-là. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Bon, l'immobilier, on comprend très vite et on avait oublié. Je pense qu'il faut se remettre un peu dessus et réfléchir à froid. On a la chance, enfin, à froid, c'est façon de parler, mais réfléchir un peu tranquillement par rapport à ça. Mais quand vous projetez ça sur l'épargne, bah, c'est la même chose. Alors, je précise, hein, j'ai rien à vendre. Hein, donc, oui, c'est pour ça aussi. C'est j'ai pas de, ouais. je suis pas vendeur de fonds. T'es un vrai expert. Non, enfin, il n'y a pas de. Enfin, je réfléchis sur le sujet depuis un moment Oui. et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me mets dans cette activité-là, c'est que je pense qu'il y a beaucoup à faire pour orienter un peu. Et encore une fois, je pense que la situation n'est pas catastrophique demain.
mais elle va tendance à être plus compliquée. En fait, en réalité, on investit à très long terme. Bon, bien sûr, il y a quelques spéculateurs Oui. qui spéculent au jour le jour, mais la réalité, c'est que je pense 95% des épargnants ont un contrat d'assurance vie, ont des investissements posés depuis plusieurs années. On n'a pas changé de maison tous les 15 jours. Ce qui est le profil, je pense, Voilà, de vous écoute, ouais. dans l'immobilier de secondaire, de résidence secondaire et autres, c'est des choses qu'on a pour très longtemps. Les immobiliers locatifs, pareil, ça ne change pas tous les 5 ans. Donc, voilà, c'est le genre de choses où on peut réfléchir et faire, si on a l'occasion de faire un arbitrage, réfléchir à ça de cette façon-là. Mais même chose pour l'immobilier, c'est-à-dire pour l'épargne. C'est-à-dire que je pense qu'il faut regarder les choses entre guillemets, au laser, c'est-à-dire Ouais. se dire, et puis en toute on va dire, sérénité, c'est-à-dire de se dire, voilà, je regarde les choses froidement, et d'abord la première chose, et c'est la première chose en épargne, et nous, c'est vraiment ce qu'on fait, euh, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien, moi c'est comme ça que je réfléchis, c'est d'abord l'analyse de risque, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui est risqué. Et pour évaluer ce risque-là, il faut essayer de mesurer les choses. Et alors j'en parle, encore une fois, aucun intérêt dans l'histoire. Il y a Axilia qui a un score climat, je crois qu'ils appellent ça Ouais. comme ça, et ils évaluent l'impact financier qui aurait le vrai coût du carbone sur les sociétés. C'est-à-dire, on dit, voilà, la tonne de carbone va coûter 100 euros dans quelques temps. Ouais. Euh, je regarde en impact financier ce que ça veut dire sur les sociétés les unes par rapport aux autres. Et ils ont fait, alors vous regarderez leur site, hein, c'est public, et ils ont publié un score sur, bah, ils ont fait un peu comme vous savez, comme justement dans l'immobilier, A, B, C, D, E, Oui. F, ils vont jusque F. Ah ouais. Et donc, il y a des sociétés qui sont en A, il y en a pas mal qui sont en A, des boîtes françaises, des boîtes d'immobilier d'ailleurs, qui sont plutôt bien notées parce que bah, ils réfléchissent là-dessus depuis un moment, hein, donc Oui. Ouais. Des ils font boîtes attention. oui, construction. Voilà, c'est ça, ils font Ça, attention aux émissions, la qualité des constructions, etc. Enfin, c'est mieux fait, je pense, maintenant, depuis quelques années que ça ne peut l'être dans le passé. Donc, ces gens-là sont très bien notés. Assez logiquement, les gros industriels français sont pas forcément très bien placés parce que bah, ils n'ont pas encore aujourd'hui fait cette transition. Donc, vous voyez, en épargne, c'est important parce que ces entreprises-là, si on prend l'exemple de Renault versus Tesla, ouais. un truc un peu caricatural, bah, Tesla, ils n'ont pas ce sujet-là. Ils en ont d'autres, hein, c'est pas la question. Ils ont un patron déjà qui est pas simple, mais donc ils ont déjà un premier sujet de gouvernance peut-être. Oui, oui, ça, oui, Il y a un il y a un vrai sujet de Ouais. gouvernance avec Tesla, même si aujourd'hui tout se passe bien, moins bien que 2, 3 jours, mais enfin ça s'est plutôt bien passé jusque maintenant. Mais eux, ils n'ont pas ce qu'on appelle la legacy, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le stock d'entreprises, de bâtiments, de Ouais. capital à changer. Et puis, ils n'ont pas une production qui est à 95% thermique pour passer à l'électrique, eux, ils sont directement à l'électrique. Donc, bon, assez intuitivement, on voit bien qu'il y en a une qui est prête pour demain, faire la voiture électrique, l'améliorer, alors que les autres, il faut déjà qu'ils changent leur mix de production, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'ils passent à l'électrique ou à quelque chose ou à l'hydrogène ou je ne sais quoi qui permettra ça. Et il faut qu'ils refassent complètement leurs usines. Ouais. Il faut qu'ils reforment leur staff à travers le monde, sur des entreprises qui ont parfois plusieurs dizaines de milliers de salariés, hein. Toyota, je sais pas combien ça peut faire de salariés, mais vous voyez, c'est ce genre de choses, ça a un impact pour votre épargne. Ouais. C'est-à-dire que il y a des entreprises qui peuvent courir et des entreprises qui sont sur des secteurs qui sont aujourd'hui connus, hein. Enfin, je veux dire, voilà, l'automobile, c'est pas compliqué, l'immobilier, c'est pas compliqué, enfin, pas compliqué. Quand on descend dans un moteur, je suis incapable de vous expliquer, mais voilà, c'est des industries dont on connaît les tenants et les aboutissants. Donc il y a ça. Donc on voit bien, il y a un sujet de ce côté-là. Donc vous, en tant qu'épargnant, il faut bien regarder ça. C'est combien ça va coûter la transition. Pareil, moi j'entends Total, j'entends tout sur Total. J'entends Ouais. c'est l'ennemi à abattre. Bon, je ne vois pas trop comme raisonnement. Ou bien c'est bah, il faut les supporter parce que ils investissent beaucoup sur l'énergie, les énergies Ouais. renouvelables. La vérité est un peu entre les deux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va leur coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Ils ont un paquebot, enfin, c'est pas la bonne image, mais ils ont un paquebot énorme et il faut qu'ils basculent vers quelque chose Ouais. qui soit totalement différent. À côté de ça, vous avez des entreprises qu'on n'a pas forcément, qui ne sont pas encore passées sous nos radars, qui produisent déjà des énergies renouvelables à 100%.
Oui, Donc, ces gens-là, si vous prenez, moi, c'est une entreprise que je connais, pareil, hein, j'ai pas de lien avec tous ces gens-là, ni Total, ni ceux que je vais citer, Force Solar. C'est des gens qui font 100% de solaire, ouais, qui font, qui commencent à avoir des résultats, qui font de la croissance, qui ont été pénalisés d'ailleurs par les matières premières, parce qu'ils ont eu la difficulté pour accéder aux matières premières. Bon, ça les a un peu freinés. Mais vous savez, entre les deux, voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est-à-dire que voilà, il y a ce raisonnement-là. Mais avant de passer un peu aux opportunités, il y a donc ce risque. Donc Total, c'est un vrai risque aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont réussir? Alors Total, très franchement, par rapport à où ils étaient, le SG m'intéresse depuis très longtemps, mais je suis vraiment dedans depuis 4-5 ans, on va dire. Et depuis en 3 ans, c'est le jour et ils la ont nuit. connu un bond énorme. Ouais. Mais bien sûr. Et puis, je pense que vous regardez vous regardez les entreprises américaines, vous regardez le patron de Chevron, c'est un peu l'industrie du tabac dans les années 50. Ouais. Il vous dit, bon, écoutez, moi, je produis du pétrole qui a permis de changer le monde depuis 120 ans. On continuera parce qu'il y a de la demande et on ne sait faire que ça. On continuera à faire que ça. Ouais. Bon, voilà, au moins les choses sont très claires. Lui, il ne veut pas changer, hein. Moi, j'ai eu un écho, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, je sais que j'ai discuté récemment avec Dalca, qui effectivement accompagne les entreprises dans la transition, et les dirigeants de Dalca m'ont dit, c'était assez intéressant, m'ont dit pour nous, 2021, ça a été bien sûr, 2020, ça a été l'année de la pandémie, mais ça a été aussi également, vraiment, on s'est rendu compte d'un nombre incroyable d'industriels qui ont compris ces problématiques de Oui, oui. transition, qui essayent vraiment d'aller... Ouais, ah bah c'est non mais justement c'est amusant, c'est total, c'est une caricature, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient très bien de la demande, on va continuer à fournir, Ouais, et puis là maintenant ils disent on va mettre du cash flow pour faire du solaire, enfin du solaire ou des énergies renouvelables, quelles qu'elles soient, quoi. Donc les choses sont en train de changer. Donc il y a ça, puis après il y a les banques qui leur prêtent à tous ces gens-là. C'est-à-dire que exactement, ouais. vous regardez, il y avait un calcul qui avait été fait par une ONG, alors après ça vaut ce que ça vaut, mais il disait si toutes les entreprises d'hydrocarbures auxquelles les banques françaises ont prêté faisaient faillite du jour au lendemain, il y aura un vrai problème de solvabilité de certaines banques. Donc, vous voyez, c'est ce genre de raisonnement. Je pense qu'il faut, un peu comme mon truc d'immobilier tout à l'heure, alors faut être un peu parano, hein, parce que faut se dire, ah, bah, attendez, ça peut craquer, quoi. Donc, si ça craque, qu'est-ce qui se passe? Donc, faut raisonner comme ça et passer, mais vraiment en revue très objectivement et au laser ce qu'on détient pour se dire, bah écoutez, moi je pense qu'il y a un arbitrage à faire parce que ça devient trop risqué, ça. Alors ça, on va dire, c'est le côté obscur de la transition parce que voilà, il y a des problèmes, il y a des boîtes, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'elles vont devenir si le coût de la tonne de CO2 leur est facturé Oui, demain, quoi. c'est ça qui Et est c'est très ce qui va se important. passer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Dire que soit il y aura une taxe formelle qui dira produit chinois qui arrive en France, on va vous mettre un Mm. forfait parce que comme ils ne produisent pas d'informations, on va leur mettre un forfait. Ouais, Et tant que vous ne démontrez pas que vous êtes aux normes, on vous taxe. Donc il y ouais. aura des taxes, mais c'est sûr et certain. Parce que de toute façon, si vous regardez, quelque part, amusez-vous, je ne sais pas si c'est amusant, mais enfin, amusez-vous à écouter les 20 candidats actuels ou potentiels Oui. candidats à la présidence française. Ils vous parlent tous de quelque chose de réinternalisation Oui, industrielle, de machin, et à bout d'un moment, et les écolos sont en pointe là-dessus, ils vont vous dire, il faut mettre une taxe carbone, c'est ça. Ouais. d'une manière ou d'une autre. Donc, il y aura une taxe carbone. Sandrine Rousseau, que je critique sur d'autres sujets, avait en tout cas pas mal bossé sur le sujet Mais dans sa voilà, proposition. ça traverse Ouais. tout le spectre. Mm. Mais de toute façon, ce qui va se passer, enfin moi ça, je le perçois, c'est encore aujourd'hui, c'est intuitif. Mais ce que fait Axinia avec sa méthode de scoring en disant je mets un score sur le prix de la tonne de carbone, le marché va le faire. Ouais. Et le marché, d'ailleurs, a commencé à le faire. On avait fait des calculs, hein, avant, on regardait un peu le coût, qu'est-ce que ça allait être, c'était quoi le coût de la transition, puis on regardait le cours de bourse depuis 2-3 ans de ces boîtes-là. Elles avaient souffert d'un coût de la transition qui allait les pénaliser. Donc ce sujet-là devient un sujet qui va nous concerner tous. Ouais. C'est-à-dire que l'épargne qu'on a, alors elle est petite, moyenne ou grosse, mais elle est fonction de ce qu'on a pu mettre, bah, et si elle est petite, voilà, il faut y faire très attention. Bah, je pense que voilà, il y a un vrai sujet de risque. Ça, c'est, on va dire, le côté un peu, entre guillemets, sombre. Puis après, il y a un côté, quand même, mais ça, c'est plutôt mon côté, moi, ce que je préfère regarder, c'est le Ouais. côté optimiste, c'est-à-dire qu'en fait, Quelles sont les opportunités? ouais, c'est ça, c'est-à-dire que, alors, il y a des opportunités sur des secteurs qu'on connaît. Bon, on parlait de l'automobile, Tout à après, fait. chacun ses idées, parce qu'en fait, il y a aussi un truc qui est quand même, je trouve, intéressant, c'est que rien n'est écrit. C'est-à-dire que
les raisonnements, j'en viens du passé, Ouais. hein, je suis pas un vieux gérant, donc je sais très bien ça. Les raisonnements simples d'avant avec le price earning, Ah oui. des trucs comme ça, bon, mais ça n'a plus Moi, ça me trop. fait assez sourire quand certains gérants continuent d'évoquer ça comme critère premier, alors que Bah, là, c'est moins pertinent aujourd'hui, quand même. et c'est moins pertinent, ça le redeviendra peut-être. Il n'y a pas de. Hélas, j'ai vu la période de la bulle techno Ouais. qui a explosé, puis on est revenu à des raisonnements. C'était fini, on raisonnait en prix par rapport au chiffre d'affaires, des trucs comme ça. Bon, ça a duré qu'un certain temps, Ouais. puis quand on s'est pris le mur, on a quand même été assez secoué quand même. Oui, on va dire ça. Voilà. Donc, bon, mais en tout cas, voilà, les choses peuvent changer. C'est-à-dire que il y a des pans aujourd'hui qui sont des opportunités qui sont peut-être incroyables. C'est-à-dire que on voit bien que l'énergie est un sujet aujourd'hui qui est énorme. Parce que vous évoquiez tout à l'heure l'évolution des cours, Ouais. mais à un moment donné, parce que ce qui peut se passer, le truc assez simple, c'est vous évoquiez tout à l'heure, enfin, où tu évoques, on va se Oui, on tutoyer, va se c'est tutoyer, comme dans parce la que vie, on bon, va oui, se oui, ce tutoyer. serait. Donc, tu évoquais tout à l'heure le pétrole, il y a eu un sous-investissement. Bon, très bien, enfin, très bien, c'est comme ça, parce que bah, ils ont été aussi en peine de pouvoir faire beaucoup plus. Puis parce que comme ils donnent beaucoup de dividendes, bah, ils font un peu moins d'investissement. C'est sûr. C'est aussi un truc à avoir en tête, quand même. Euh, donc, bah, comme il y a moins d'investissement et que la demande n'a pas forcément beaucoup baissé, bah, ça fait des grosses tensions et on le voit aujourd'hui sur ça. Et il y a plein de secteurs comme ça. On voit les secteurs, on évoquait le cuivre, on évoquait l'aluminium, Ouais. on pourrait évoquer le cobalt, on pourrait évoquer tout un tas de matériaux qui vont être utiles à la transition. Mais à un moment donné, enfin, l'être humain, et ça, autant je pense pas qu'il y aura un coup de génie à un moment donné qui va faire qu'on va trouver un capteur d'énergie solaire de 5 grammes qui nous chauffera des villes. Je ne crois pas tout. Ça me paraît assez illusoire à court terme. Mais en attendant, si le pétrole il passe à 150 dollars, imaginons, ça va générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux pour faire autre chose. Alors, Oui, c'est une incitation. pour économiser 2% là, 3% là, pour en consommer moins, Ouais. etc. Mais en tout cas, ça va avoir un effet positif. Et là, je suis désolé, mais je n'ai pas de solution de ce qui va se passer. Mais moi, j'ai des intuitions par rapport à tout ça. Je me dis dans l'or, alors les éoliennes, il y avait un commentaire tout à l'heure. Oui. Je pense que là, il y a un vrai sujet sur les éoliennes, mais je pense, alors l'hydrogène, bon, c'est très sympa, ça va permettre de faire plein de choses, ça permet de gagner du temps par Ouais. rapport à tout un tas de trucs, mais l'argent qu'il faut dépenser pour faire de l'hydrogène vert C'est ça le est problème. monstrueux. Je crois que le Donc, coût est 4 fois supérieur à l'hydrogène aujourd'hui, oui, mais alors ça permet de stocker, donc est-ce que ça n'a pas un avantage? Puis est-ce que ça permet quand même la transition? Oui, c'est ça. Est-ce que ça C'est ça. accompagne? C'est toute la question. Est-ce que c'est à la fin qu'on souhaite ou Voilà, ça peut permettre quand même de faire la transition. Mais en tout cas, si on raisonne à 10 ou 20 ans, je ne sais pas si je mettrais de l'argent là-dedans. Oui, bah c'est justement ce que m'a dit Valkia, et ils ont résumé de manière. Alors, je sais pas si tu seras d'accord avec ça, ils m'ont dit que c'est une course aux subventions sur l'hydrogène aujourd'hui. Ouais, mais ça, c'est un peu le sujet de beaucoup de travaux qui sont faits sur les énergies renouvelables. C'est-à-dire que c'est quand même une grosse course pour essayer de trouver les subventions européennes. Ouais, Alors là-dedans, il y en aura qui sera perdu. Mais c'est ça aussi, quand on est client, quand on gère son épargne et que l'argent ne va pas tomber du ciel, il faut bien essayer de trouver, de se faufiler dans tous ces trucs-là. Et moi, ce que je me dis, c'est j'aime bien le solaire. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que ça marie pas mal d'avantages. C'est-à-dire que on voit que l'efficacité s'améliore, mais il oui. n'y aura pas non plus, il ne faut pas se faire d'illusions. Enfin, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y aura pas un trait magique qui changera les choses. Donc voilà. Donc, mais oui, des réflexions comme ça, c'est intéressant. C'est de se dire, bah, qu'est-ce qui peut, en rationnel, qui voit ses prix de fabrication diminuer, Mhm. qui voit son efficacité s'améliorer. Enfin, moi, j'ai lu récemment, c'est amusant, parce que bon, je n'irai jamais faire ça, mais des gens qui vendent des panneaux, ils vous vendent des panneaux solaires que vous montez vous-même en quelques heures et qui peuvent vous faire économiser jusqu'à 15% de votre énergie dans la maison. Ah oui, c'est Bah, c'est pas mal ouais, quand ouais, même. effectivement, c'est pas négligeable, C'est hein. pas négligeable. Et Ouais, on c'est va se- deux panneaux solaires que vous mettez vous-même. Alors, je sais pas si tu es bricoleur. Moi, Ah, moi, non, non. je Non, non. n'irais pas le faire. Non, non. Mais oui, enfin, c'est le genre Ce de serait une truc. catastrophe. Mais j'avais vu aussi aux États-Unis, c'était des Californiens qui avaient fait ça. C'était une espèce de. Ouais, c'est une batterie que vous aviez, vous mettez dans votre jardin, ça capte le soleil pendant la journée et le soir, Ouais. ça vous fait votre énergie pour la nuit, Il y a un quoi. côté vraiment Voilà, énergie un peu ouais, alors comme peut-être que c'est complètement illusoire ce genre de truc, mais à l'échelle, vous mettez ça à l'échelle mondiale. Enfin, si on regarde les transports, par exemple, hein, ouais. c'est une somme d'individus qui fait 15% des émissions de CO2 quand même. Donc, voilà, il y a des choses probablement à faire autour de ça.
Oui, la captation de CO2, pareil, ça coûte extrêmement cher de faire de la captation de CO2, mais on va peut-être l'améliorer ultérieurement. Oui, Mais ça peut être la des question paris, du vous voyez. progrès technique. Voilà, c'est ça. Il y aura du progrès technique c'est incrémental, ça va pas être très simple. Mais l'avantage qu'on a aussi aujourd'hui, je trouve, par rapport à ce qui s'est passé dans la période 2000 de la bulle Internet, c'est qu'on savait absolument rien, quoi. C'est-à-dire qu'on achetait des trucs en se disant, voilà. Mais là, aujourd'hui, enfin, je trouve que les investisseurs sont quand même beaucoup, beaucoup plus rationnels qu'ils ne pouvaient l'être. Alors même s'il y a encore peut-être des excès, il y a une introduction qui va avoir lieu aujourd'hui, enfin, je sais plus quand, aujourd'hui ou demain, fabricant de véhicules électriques. Et Ah, c'est vrai, j'ai raté voilà, celle-là. bah, ça vaut plusieurs milliards pour une boîte qui n'a pas encore vendu, qui a vendu 1000 véhicules, quoi. Donc, bon, Ah oui, oui, bon, quelques excès. totalement exagéré, mais bon, voilà, il y a des excès, il faut faire attention, mais il y a des opportunités aussi. C'est-à-dire que Tesla, si on prend cet exemple-là, on ne va pas vous faire un cadeau en vous vendant ça au prix sur la même valo que Renault. Ouais. C'est-à-dire que les parts de marché de Tesla aujourd'hui, la voiture électrique aux États-Unis, ils ont une part de marché largement majoritaire. Mm. Donc, ils ont gagné ça. Et moyennant quoi, alors c'est pas que théorique, c'est-à-dire que eux, quand ils font une émission, quand ils font une augmentation de capital pour construire une usine en Allemagne, construire une usine en Chine, construire une usine dans le monde, ils lèvent 5 milliards, le cours de bourse ne bouge pas. 5 milliards, c'est pratiquement la capi de Renault. Ouais, Donc, juste avec ça. le jeu, vous voyez, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelques paris. Donc, je pense que après chacun ses envies. Après, on peut se faire conseiller, hein. Je pense ici, il y a de très bonnes Ouais. personnes qui pourraient vous conseiller, mais ça, c'est pas moi. Mais non, mais chacun a son truc. Après, si vous croyez plus à l'hydrogène qu'au solaire ou qu'aux captations de CO2 ou je ne sais quoi, libre à vous, à tout le monde de faire ses propres choix. Mais il y aura des opportunités. Il y a, je pense également, il y a une opportunité aussi dans tout ce qui est autour du cloud. Oui. Alors vous allez me dire, c'est un peu loin de transition énergétique. Non, c'est exactement là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux des chambres froides? Alors je sais pas comment on fait chez Saxo, mais est-ce qu'il vaut mieux des chambres froides en sous-sol? On a du mal à refroidir, enfin, les chambres informatiques, on a du mal à refroidir parce que ça coûte une fortune. Et puis la nuit, bah, comme il n'y a personne ici, bah, ça ne sert à rien. Ouais. Ou bien est-ce qu'on met tout ça avec des gens qui font du cloud, qui gèrent à l'échelle mondiale votre transition de données? Donc, gestion de l'énergie, gestion des données qui est quand même un peu mieux faite que le gars qui va laisser son ordinateur branché et puis on va se faire hacker les données, etc. Donc, c'est quand même des gens qui sont aussi quand même mieux outillés que la petite boîte. Ouais. Je pense pas ici, mais que, vous voyez, ils peuvent par rapport à une petite entreprise. Oui, donc le cloud, c'est quand même un vecteur de développement. Et puis, si vous prenez DocuSign, c'est des gens qui vous évitent de faire des déplacements. On l'a vu Ah, pendant la complètement. crise, Ouais. pendant la crise Ordinaire. sanitaire. On a tout fait par Internet, le Zoom, etc. Enfin, vous voyez, des choses comme ça qui facilitent la vie. Alors, je dis pas que c'est un modèle, hein, mais en tout cas, le cloud, Une c'est autre l'Internet, piste. ouais, c'est ça, c'est l'Internet de 2005 ou 6, Ouais. quoi. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont déjà euh, installés, qui sont déjà rentables et qui ont des perspectives comme ça de croissance. Et l'intérêt aussi, c'est que pour fabriquer 10% de plus de revenus, ils n'ont pas besoin de construire une usine, hein. Ils ont un levier énorme de diffusion. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant par rapport à l'économie qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait de l'économie d'énergie. Il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir un peu à deux bandes en termes d'opportunités. Et puis après, il y a un autre point. Alors après, c'est un peu plus. C'est moins matériel aujourd'hui. Je Ouais. pense qu'il faut vraiment se méfier aux entreprises qui sont sur le sujet. C'est tout ce qui est autour de la nanotechnologie. C'est-à-dire qu'en fait, nanotechnologie, c'est pas simplement des choses autour de la santé, hein. C'est aussi des nanotech qui vont vous permettre de mieux gérer l'énergie. Euh, vous mettez des informations dans toute petite quantité, avec Ouais. tout ce qui est des petits robots quoi, qui vous permettent de connaître mieux l'énergie dont vous avez besoin, donc la gérer plus finement. Et c'est un développement, mais c'est monstrueux toutes les applications qu'il y a autour de ça. C'est-à-dire que avant, pour faire, hein, aujourd'hui dans un iPhone, vous pouvez, il y a l'informatique embarquée de ce qu'il y avait pour un satellite qui allait sur la Lune il y a quelques années, quoi. Donc, vous voyez, les choses ont complètement changé par rapport à ça. Et donc, ça, je pense que c'est des choses qui sont à faire et ça vous désexpose par rapport
au cycle économique du quotidien, quoi. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est des bonnes pistes. Voilà, Effectivement. alors après, encore une fois, il y en aura probablement 50 autres. Je pense qu'autour de l'agriculture, il y a plein de choses à faire aussi. Le problème, c'est que euh, le levier de rentabilité n'est pas le même non plus, quoi. Et bon, il faut s'alimenter, mais enfin, je suis désolé, mais pour faire une endive, il faut quand même un peu de terre, il faut un peu d'eau, il faut Oui, du temps, quoi. Donc, ça, on ne peut exactement. pas faire autrement, quoi, hein. Et, voilà, je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir par rapport à cette problématique énergétique. Si tu Alors, veux, comme il nous reste ouais, un peu moins de 10 minutes, alors, il y a des questions qui ont été posées. Il y a une question qui a alors, été posée sur. alors, il y en avait peut-être une sur Taïwan, je Ouais. pense qu'on va éviter, sauf si tu souhaites Non, rebondir sur Taïwan et la Chine. mais vous savez, enfin, Taïwan, c'est un truc. Bon, moi, je pense que bon, ça va mal finir cette affaire-là, hein, Je te laisse rebondir, je ne peux pas avoir d'avis non, personnel. non. Et une fois, justement, j'entendais, je ne sais plus si c'était pas C'est votre argent qui disait, oui, les Chinois, le seul truc sur lequel ils ne sont pas indépendants, c'est les microprocesseurs, parce que ça, c'est fabriqué à Taïwan. C'était ce qui était évoqué, voilà, Mais, exactement, c'était mais typiquement ça, la question. mais ça, en fait, pour les Chinois, eux, ils sont souverains, hein, parce qu'ils considèrent que Taïwan, c'est chinois. Donc, pour eux, voilà, c'est l'excroissance chinoise, un peu, c'est le frère turbulent, qui fabrique des puces là où eux ne le font pas, mais pour eux, ils considèrent que c'est eux qui le font, hein. Donc, le sujet Taïwan-Chine, il n'est pas. Enfin, nous, on le regarde avec deux pays, mais eux, ils regardent ça avec un pays. Donc, après, moi, ce qui me gêne un petit peu en ce moment, c'est que, comme la situation économique est un peu moins bonne en Chine, c'est que ils n'en profitent pas dans la période actuelle pour mettre vraiment une très très forte pression autour de Taïwan. Mais voilà, ça, c'est effectivement c'est un peu un autre sujet. Ah, il y a eu une question qui est passée, il me semble, sur le prix du carbone. Je sais plus. Euh, tout, tout, tout. Alors ça, c'était plutôt un constat sur effectivement les travaux du GIEC. Ah, moi, je suis assez d'accord. J'ai vu passer le truc d'être factuel. Moi, Oui, mais voilà, je suis... factuel. Le GIEC ne montre pas d'augmentation d'occurrence des ouragans à ma connaissance. Est-ce que le Alors, risque augmente? Il faudrait être factuel. les aléas, les aléas climatiques sont plus importants. Ils n'ont jamais été aussi importants depuis 20 ans. Oui, oui, je me souviens. Alors là, j'ai pas un Ça, graphique, mais c'est j'avais. juste, ça, c'est pour le coup, c'est très factuel. Ouais, ouais, Alors après, le coût derrière ouais, ça. là-dessus, je pense qu'il y a deux choses. Il y a ça qui est factuel. Après, il y a l'origine. Euh, Moi, très franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, Moi, ça m'est égal. Je veux dire, de savoir que ça soit d'origine humaine, ce que je pense, parce que c'est ce que dit le GIEC, mais voilà, après, c'est juste ça. Maintenant, que ça soit de l'origine humaine ou pas, si c'est quelque chose qui va durer 50 ans, Ouais. bah, faut juste qu'on s'en occupe un petit peu. Et le Parce coût que financier est voilà, là, c'est c'est ça. clair. Donc, voilà, après, et ça n'a pas l'air de se calmer quand même, quoi, vous voyez. Et Ouais. puis, ça se multiplie un petit peu partout, quoi. Donc, Mm. voilà, c'est, peut-être qu'effectivement, j'ai peut-être parlé d'ouragan, mais c'est les aléas climatiques au sens large du Ouais. terme. Voilà, et ça, c'est assez factuel dans plein de pays. Euh, il y a des trucs qu'on n'imagine pas aussi. Et ça, voilà, c'est aussi un truc par rapport au risque que je voulais dire tout à l'heure. C'est en termes de zone géographique, je pense qu'il y a un sujet avec les émergents aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que je crois que c'est le Mozambique, il y a eu un ouragan, c'est 25% du PIB qui est parti dans le décor sur un Oui, ouragan. j'avais vu ça, effectivement. Donc, Ouais. ça vous donne une idée de l'impact dans des pays qui n'ont pas de bretelles de sécurité comme on peut avoir en Europe. Nous, on a la chance, on a un système social qui nous protège et on a en plus l'Europe qui nous permet de financer un peu tout ce qu'on veut en ce moment grâce à l'euro. Bon, ça durera ce que ça durera, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça aujourd'hui. Et le Mozambique, ils n'ont pas ça, hein. C'est-à-dire que eux, 25% de PIB en moins, c'est pas compliqué, il faut s'en aller. Ouais, Donc, exactement. c'est aussi un autre problème, quoi. Et donc, voilà, je pense que les aléas climatiques, je suis désolé, mais là, pour le coup, ils sont quand même Je plus. ne sais pas si tu as une réponse à cette question. Quelles sont les évaluations d'augmentation des risques pour les assureurs? Là, j'avoue que. Alors, en fait, c'est vraiment une très bonne question parce que, je ne sais pas si vous avez vu passer ce truc, mais il y a des alliances qui sont faites d'investisseurs. Ça aussi, c'est quand même assez nouveau par rapport à avant. Parce que moi, j'ai connu une époque où les gens de la BNP ne parlaient pas aux gens de la Générale, qui ne parlaient pas aux gens du Crédit Agricole, parce que des fois, qu'il y ait des sujets stratégiques qui soient dévoilés, quoi. Vous voyez, c'était un peu, je caricature un peu, je plaisante, mais c'est un peu ça. Là, aujourd'hui, les investisseurs ont de tels sujets à traiter, et c'est extrêmement complexe, les sujets à traiter, qu'il y a des associations qui sont faites, comment on pourrait dire ça, oui, des alliances, et il y en a une qui est assez connue, hein, c'est la Net Zero Alliance des Asset Owners, donc en particulier des fonds de pension, Ouais. des gros fonds de pension, des gros fonds de retraite, etc., et des assureurs,
pour justement qu'on parle bien du même risque. C'est-à-dire que eux, ils vont plus loin que la taxonomie, que tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans des modèles de calcul en se disant, et ils échangent les modèles de calcul, les modèles de pricing de risque en se disant, et qu'est-ce qui se passe si ça se passe, quoi. Ouais. Et donc, c'est des choses qui n'étaient pas évaluées avant, parce que bah, ils étaient un peu sur des stades passés, quoi. C'est-à-dire, ils disaient, bon, il y a eu 3 ouragans. Par rapport aux ouragans aussi, on peut juste un truc, c'est que avant, un ouragan donné, c'était, il y avait un aléa sur quelques jours sur une zone. Et il y avait un prix, et au bout de 3 mois, les assurances étaient passées. C'est-à-dire qu'en fait, on savait que ça allait coûter, mettons, 100. Ouais. Maintenant, les coûts s'est étalé sur plusieurs mois, et ça coûte plutôt 1000. Et donc, vous voyez, la proportion a complètement explosé. C'est-à-dire que euh, les, les gens, enfin les particuliers ou les entreprises qui sont concernés par l'aléa, et les États font payer les assureurs de manière beaucoup plus importante qu'avant. Et ça, les assureurs l'évaluent. Et donc, en termes, par rapport à la question, je pense que la question, c'est le risque des assureurs, je pense qu'il est plutôt bien évalué. D'accord. Que je pense Leur que, modèle aujourd'hui. ouais, je pense, enfin après, s'il y avait un groupette, je ne sais pas si gros aléas, vous savez, il y a des aléas de risque, hein, et des deux côtés, très positifs, très négatifs. Bon, le très positif, c'est pas très grave, mais le très négatif, est souvent, les queues de distribution sont souvent assez mal évaluées, donc bon, ça peut être un sujet, mais je pense que c'est plutôt bien fait. Et le problème qu'ils ont, et ça, ils le maîtrisent pas forcément, c'est leur actif, c'est-à-dire c'est ce qu'ils ont investi eux-mêmes, quoi, qui portent des risques qui sont pas, vous évoquiez tout à l'heure, les entreprises qui commencent à donner de l'information et à se poser des questions, mais il y en a, ils sont très loin de ça, quoi. Et ils sont bien assurés, ces entreprises-là, et perte d'activité parce que vous pouvez plus, parce que Taïwan n'a plus d'eau, et puis parce que la chaîne de logistique s'est arrêtée. L'assureur, c'est un risque climatique, enfin, c'est un risque, c'est un aléa extra-financier au sens propre du terme. Donc, typiquement, ce genre de choses, est vraiment pas facile à analyser. C'est-à-dire que c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais vous imaginez ce qu'un particulier a comme problème avec son PEA et son assurance vie, vous mettez ça à l'échelle d'un très gros assureur qui a un actif de 1000 milliards, bon bah ouais, tout de suite les problèmes sont colossaux. Alors après, ils peuvent se résumer à quelques grands risques, mais en attendant, c'est la somme de petits risques qui peut faire un gros carton pour ces boîtes-là. Donc je pense que le sujet, alors ils le font par, justement, si on évoquait tout à l'heure, un peu comme Axilia, avec des coûts, le coût de la transition, quoi, hein. MSCI fait ça très bien d'ailleurs, hein. Ils évaluent le coût de la transition en se disant, bah, on met aujourd'hui le prix que ça coûtera demain. Donc ils disent, il faut transformer l'entreprise, et puis il faut payer les CO2 au vrai prix. Donc, et ça, bah, on arrive à dire, on projette ça à 20 ans, et on dit aujourd'hui ce que ça coûte. Complètement. Voilà. Donc, c'est comme ça que fait Messier en particulier. Donc, vous voyez, ce genre de choses, c'est comme ça qu'on évalue les assureurs. Mais vous regardez les assureurs, comment ils ont évolué en bourse, et puis vous dites, tiens, leur actif ne doit pas être si bien que ça. C'est une bonne astuce, effectivement. Je vous propose la dernière question qui est quelle place pour la production d'énergie pour les particuliers, notamment, alors j'avoue, moulins hydroélectriques. Mais ça rejoint un peu ce que tu avais évoqué sur les mini-pianos solaires. Ouais, C'est un c'est peu ce ça. sujet-là. Après, enfin, voilà, c'est ça aussi. Je pense que, alors moi, je suis pas le décliniste. J'évoquais des noms de candidats Oui, tout à l'heure, oui, mais tout à c'est pas fait. là-dedans. Ouais, ouais. Mais je pense que on va revenir dans une période de sobriété, quoi. C'est-à-dire Ouais. que il va falloir probablement. Moi, je rêve si vous habitez dans une zone qui a du vent, bah, on vous mettra un tout petit truc sur le Mhm. toit pour capter un peu de vent. Si vous avez un toit, bah, on vous met des tuiles qui vous capteraient de l'énergie, qui stockent de l'eau chaude, etc. Enfin, il y a des trucs comme ça. L'eau, c'est pareil. Moi, je pense que je sais qu'il y a beaucoup de choses en France qui sont faites pour la sauvegarde de l'eau, parce Ouais. qu'on n'a pas parlé de la biodiversité. Ça aussi, j'ai entendu un grand intellectuel français que je n'aimerais pas, qui disait l'homme s'adaptera. Bah oui, mais s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus de vie, l'homme il peut pas Oui. s'adapter, quoi. Donc Ah ouais. oui, à un moment donné, il y a une limite à la connerie, Et quoi. déjà, la question de l'accès à l'eau est un vrai Alors, sujet voilà. Et dans donc pas mal de l'accès à secteurs. l'eau est un sujet, et je pense qu'il va falloir aussi un peu de sobriété. Euh, Il y a un côté société résiliente, c'est-à-dire à il dire. faudra être résilient face à Ouais, ce mais risque-là. je pense que oui, c'est un état d'esprit aussi, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut plus. Moi, enfin, je suis parti en vacances en avion, hein, c'est pas Ouais, une ouais. question, mais je pense qu'il y a quand même des choses qu'il faut se dire. Est-ce que je peux pas un peu changer pour économiser tout simplement? C'est-à-dire que
plutôt que de cramer, 1000 litres d'eau par an, dont une partie pour arroser, je sais pas quoi, bah, peut-être que si je captais de l'eau du toit, bah, j'économiserais peut-être ça fait des euros en moins à payer, quoi. Et c'est pareil sur la voiture. Est-ce qu'il faut changer en électrique tout de suite? Moi, je crois que non. C'est-à-dire qu'en fait, ça coûte moins cher pour la planète de garder sa voiture encore quelques temps, quoi, vous voyez. Des trucs comme ça. Enfin, je pense que c'est une somme de petites décisions. Après, évidemment, ça ne changera pas la production de CO2 de la Chine ou de la zone dont je parlais en Inde tout à l'heure. Ils continuent de polluer comme des cochons. Il y a plus de centrales thermiques à charbon aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Bon, voilà, c'est factuel. Mais en attendant, si vous pouvez économiser en réfléchissant 2 secondes sur des sujets qui, de toute façon, en plus, sont plutôt bien pour la planète, c'est consommer moins d'essence. 80% des trajets, c'est moins de 3 km. Bon, il y a des moments où on peut se dire, peut-être faire un peu autrement, quoi. Moi, le premier, enfin, c'est ce que j'essaie de faire à mon échelle. Mais à la fin, c'est une somme d'économie. C'est-à-dire qu'on essaie tous de courir après quelques euros d'économie. Tout à fait. Tout le monde n'est pas banquier d'affaires. C'est ça. Oui, c'est peut-être un peu, c'est un peu cucu, peut-être, Ouais. mais ouais, je pense que c'est quand même aussi des choses à faire. La rationalité l'emporte. Oui, Même. tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, Ça rejoint. ça, c'est une somme de petites décisions. Pareil, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la somme des trajets automobiles, c'est 15% des émissions de CO2 mondiales. Ouais. Donc, la somme de tout ça, voilà, c'est. Après, je sais bien que pour faire 80 km, vous n'allez pas y aller en vélo, hein, sauf à être un bon cycliste. Oui, Mais, comme ça. voilà. Bon, Donc, parfait. voilà, je n'ai pas forcément répondu tout à fait à la question, mais c'est vrai que. Mais ça rejoint effectivement. Ouais, je pense qu'il y a effectivement des choses à faire, mais là aussi, c'est pareil, c'est le levier pour être rentable n'est pas évident. Juste pour finir sur Ouais. on parlait un peu d'économie, mais il y a aussi, je pense, qu'il y a des trucs autour du retraitement de déchets, quoi. C'est-à-dire Oui. qu'en fait, c'est un super business. C'est-à-dire que vous regardez les boîtes qui font du retraitement de déchets à niveau industriel, mais le levier n'est pas énorme en rentabilité, c'est triste, mais c'est pas extrêmement rentable. Mais quand le cuivre va doubler à la tonne, quand le cobalt va doubler, quand tout va doubler, bah, les gens qui sauront aller chercher le bout de cuivre dans notre petite tablette ou le bout de cuivre dans la batterie machin ou je sais pas quoi ou l'aluminium, je sais pas quoi, bah, à un moment donné, ça vaudra de l'argent parce que ces gens-là, ils vont vous le revendre derrière retraité. Et qu'est-ce que vous en avez à faire que ça soit du cobalt retraité dans votre table complètement, quoi. Donc, Mais c'est pertinent. et ça, mais c'est entre DocuSign qui passe de 1000 clients à 500 000 clients sans investir quoi que ce soit, c'est quand même pas pareil, quoi. C'est bon, voilà. Quand il y a un arbitrage à faire, bon, Ouais, mais enfin, il faut tout, hein, ouais. mais oui, entre deux entreprises qui sont l'une sur un secteur qui va crever et l'autre, parce que, et après vraiment j'arrête, si on prend, regardez ce qui se passe sur les entreprises cotées liées au charbon, Ouais. c'est ce qui va se passer sur les entreprises pures d'hydrocarbures. C'est-à-dire elles ont ou elles vont toutes faire faillite. Elles sont reprises par des fonds, ça c'est un autre sujet, enfin, qui leur donne l'argent, ça c'est autre chose, ou par des États, mais en tout cas, les boîtes, parce qu'elles ne peuvent plus financer. Les banques ne prêtent pas l'argent pour acheter une pelle. Donc, c'est mort. Donc, ça finira comme ça pour l'hydrocarbure. Alors, pas aujourd'hui, pas dans 5 ans, mais là, il a tendance, ça peut doubler. Et le pétrole peut doubler, Total peut doubler. Mais en tendance, s'ils ne changent pas leur business model, ils vont avoir un problème. Alors, peut-être pas Total, c'est peut-être pas le même exemple, mais Chevron. Oui, qui est un meilleur exemple hein, par rapport au management. On va le finir, quoi. Ouais. S'ils ne changent pas, mais ils vont changer. Pas la pression, ils vont changer. BP a changé, Chevron changera. Comme les boîtes du tabac ont changé. Oui, ils n'ont pas eu le choix. Ouais. Enfin, on continue à vendre du tabac. Mais... Bah, merci à tous pour cette longue discussion, cet échange. Merci énormément, Alain. C'était, je pense, extrêmement instructif. C'était vraiment très, très bien. C'est du niveau de C'est votre argent. En termes d'ambiance et en termes d'expertise. Merci encore à tous. Vous pourrez, ah oui, le petit dernier point que je voulais vous présenter, si j'arrive à faire fonctionner ceci, mais on a fait une Sexo-Session que vous pourrez retrouver sur investir dans l'avenir énergétique. Vous pourrez le retrouver également. Vous pouvez demander aussi à vos conseillers au niveau de Saxo Bank si vous souhaitez avoir accès à ça. Merci encore à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'avoir cet échange. On se retrouve prochainement pour un nouveau webinar. Merci encore.